Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont voici les principaux titres. Signature donc d'accord entre les hommes d'affaires tunisiens et djiboutiens durant la participation du chef de l'État au forum économique qui s'est tenu à Tunis. Dans l'actualité également, cérémonie pour l'inauguration de la première école primaire à Bouya. Une délégation conduite par le Premier ministre s'est rendue dans cette localité. Et dans l'actualité internationale, au Pakistan ordonne l'expulsion de 18 ONG étrangères. Merci à vous de nous rejoindre. Après l'ouverture du forum, une série d'accords de coopération ont été signés à Tunis, lors du forum économique auquel a pris part le président de la République en présence du chef de l'État tunisien. Au total, 6 accords bilatéraux ont été paraphés entre les deux parties pour renforcer la coopération entre Djibouti et la Tunisie. Les opérateurs économiques privés de Djibouti qui ont pris part à ce forum d'affaires placé sous l'égide du président Guelleh et du Premier ministre tunisien était constitué notamment du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa, et d'une vingtaine d'hommes d'affaires de notre pays, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie chargé du commerce, Ahmed Hassan, ont pris part aux côtés du chef de l'État à ce forum en Tunisie. Et outre les officiels du gouvernement djiboutien, le secteur privé djiboutien était largement représenté avec une vingtaine d'hommes d'affaires dirigés par le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawalé. Il est intervenu sur la coopération entre le secteur privé djiboutien et tunisien. On l'écoute. En effet, en ce genre de rencontres qui permettent de renforcer les liens qui nous unissent, même si les relations qui nous lient à la Tunisie sont solides et s'inscrivent dans le temps. Notre coopération avec la Tunisie se décline sur plusieurs domaines, tels que l'enseignement supérieur, notamment la médecine, la recherche scientifique, l'énergie, les services postaux et bien sûr les partenariats économiques et commerciaux sur plusieurs secteurs clés. Dans la plupart des domaines, des accords de partenariat qui ont été signés entre nos deux pays à travers la commission mixte djibouto-tunisienne. Pour ce qui est des interactions entre nos deux communautés d'affaires, il y a lieu de préciser sur les accords de partenariat et également la signature qui a eu lieu entre la Chambre de commerce de Djibouti et celle de Tunis en 2010 à l'occasion de la visite de Djibouti d'une délégation d'affaires tunisienne. Ces mémorandums avaient pour objectif de promouvoir la coopération économique et commerciale entre nos deux pays et permettre également d'informer le milieu d'affaires concerné des opportunités de marché en Tunisie et à Djibouti. Il est également à apporter aux investisseurs potentiels l'assistance nécessaire en conformité avec les réglementations en vigueur de nos deux pays. Plus précisément, en 2017, la Chambre de commerce de Djibouti a eu l'occasion de recevoir la visite d'une forte délégation d'hommes d'affaires tunisiens conduite par mon ami, le président du Tunisia Africa Business Council, du TABC, qui a séjourné à Djibouti du 17 au 18 septembre 2017. Une conférence sur l'investissement axée sur la revitalisation des partenariats économiques et commerciaux entre les deux pays avait été organisée en collaboration avec le ministère auprès de la présidence chargée des investissements et sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Lors de cette conférence, les membres de la délégation ont pu nouer de nouvelles relations d'affaires, notamment dans le domaine médical, de nouvelles technologies et encore des échanges de produits divers dans l'alimentation générale.
De plus, la Chambre de commerce a pu ratifier un accord de coopération et de collaboration avec la TABC au terme de la conférence, tout comme celui que nous nous apprêtons à signer aujourd'hui avec l'UTICA. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a parrainé hier une cérémonie d'inauguration d'une école primaire dans la localité de Bouya, dans la région de Tadjoura, organisée par le ministère de l'Éducation nationale. L'événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ainsi que le haut commandement des forces armées italiennes qui ont participé au financement de l'établissement scolaire. Les députés de la région, les autorités locales et les locales, les notables du village avaient travaillé donc main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale pour préparer cette cérémonie qui a provoqué donc une rare effervescence. En signe de grande satisfaction et de remerciements aux autorités, les populations locales s'étaient fortement mobilisées dans la petite localité de Bouya, située au pied du mont Moussa Ali. Abdelkader Kamel et les membres du gouvernement ont été accueillis avec des chants et danses folkloriques et des colliers de jasmin. Puis les officiels ont été invités donc à tremper l'élève dans du lait de chamel conformément aux traditions. Rassemblés dans la grande cour de l'école, donc sous le mât du drapeau national, les élèves tous vêtus des uniformes scolaires gratuitement offerts ont entonné a cappella l'hymne national au moment où les couleurs nationales ont été hissées haut dans le ciel. Puis donc le Premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que les officiels italiens se sont prêtés à un interminable bain de foule avec les habitants de la localité avant de dévoiler la plaque d'inauguration de l'école sous le crépitement des flashs et des objectifs des appareils photo et des caméras. Et après avoir sacrifié donc à ce rituel, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement présents se sont longuement exprimés devant les communautés locales et celles des environs fortement présentes. La nouvelle école donc inaugurée hier par le ministère de l'Éducation nationale sous la houlette du Premier ministre était donc à la base d'une école communautaire composée donc d'un seul bloc de béton avec 2 salles de classe. Un nouveau bloc entièrement en matériel léger et recyclable y a été ajouté grâce à un financement de l'armée italienne. Le nouvel établissement scolaire compte aujourd'hui 5 salles de classe pour 4 divisions pédagogiques, à savoir 2 classes de première année, une classe de deuxième année et de troisième année. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont effectué donc une visite des salles de classe flambantes neuves. Ils ont pu rencontrer les enseignants et échanger avec les élèves parés de leur uniforme scolaire offert gratuitement au même titre que des centaines de manuels scolaires, de livres et de tablettes numériques. Dans la foulée, la secrétaire d'État donc chargée des affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a remis des tonnes de vivres à la communauté locale. Ainsi donc, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont également annoncé la construction prochaine d'un centre de santé et la mise à disposition d'une ambulance pour les évacuations d'urgence. Autant dire que la cérémonie d'inauguration de l'école de Bouya a été l'occasion pour les autorités publiques d'apporter de nouvelles heureuses aux populations locales, visiblement touchées et fortement réjouies. Les communautés locales ont remis des cadeaux aux ministres et aux militaires italiens. Au pied du Moussa Ali, aux frontières avec l'Éthiopie et l'Érythrée, la localité de Bouya se dresse sur des terres inhospitalières. Les structures de développement de base étaient inexistantes dans cette localité située dans un désert de sable et de pierres brûlantes en contrebas de la plus haute montagne du pays. Mais la mobilisation de la communauté locale a eu raison de tous les obstacles et c'est donc mû par une ferme volonté de construire cette école pour les enfants que le chef du village et ses villageois ont remué ciel et terre pour obtenir donc cette école, une belle victoire qu'il convient de saluer vivement. Et la cérémonie d'inauguration donc de la nouvelle école a vu une forte mobilisation donc de la population, mais aussi des principales autorités locales, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que le président du conseil régional et le colonel Ali Chehm Daoud, qui ont activement participé dès le début à la mise en œuvre d'une structure éducative. La construction de la nouvelle école a été concrétisée grâce à la coopération militaire italienne. Le commandant de la base s'est félicité de la volonté politique du haut niveau donc affiché pour l'inauguration de cette école dans la localité de Bouya. On l'écoute. Je suis le colonel Lorenzo Guani, le commandant de la base, et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui
avec vous pour célébrer la réalisation d'un rêve pour les nombreux enfants vivant dans la région. J'éprouve une grande fierté d'être ici parce que j'ai vu la construction de l'école des premiers jours du projet l'année dernière. J'ai suivi l'arrivée des modules de l'Italie et la construction. Et maintenant, on peut dire qu'un travail extraordinaire a été fait. Un cadeau du peuple italien dans la meilleure tradition de coopération et de fraternité entre le peuple italien et le peuple djiboutien. Et le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, également ministre de l'Intérieur par intérim, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mona Ousmane Aden, étaient donc aux côtés de leurs collègues de l'éducation nationale et du Premier ministre pour l'inauguration de la première école de la localité de Bouya. Tous ont promis donc d'accompagner le développement de l'école qui est une première dans ce secteur reculé aux confins de la frontière donc éthiopienne. Le ministre délégué à la décentralisation a sollicité la population pour préserver ce premier geste de développement de base. Les autres structures de développement vont suivre déjà donc pour améliorer l'accès à l'eau. Une foreuse est déjà sur place pour lancer les travaux. Et pour sa part donc la secrétaire d'État a quant à elle promis donc d'apporter son assistance par le biais des programmes que son département a mis en place pour lutter contre la pauvreté et le soutien aux familles vulnérables. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a fourni donc d'énormes efforts et soutenu pour la réalisation de la première école de Bouya. Le ministre donc a rappelé que l'éducation des élèves est un devoir pour son département et à l'instar des élèves de la capitale, les élèves des zones les plus reculées doivent bénéficier des mêmes opportunités éducatives pour aspirer à un meilleur avenir. On l'écoute. L'école de Bouya, nous venons d'initier un nouveau concept qui est cher au MENFOP. Car dans la lignée droite de la feuille de route tracée par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, un nouveau concept intégré au nouveau projet du MENFOP amorçant la transformation de l'école djiboutienne. Et le parrainage de l'inauguration de la nouvelle école de Bouya par son Excellence M. le Premier ministre, que je salue l'engagement, donne toute son importance à cet événement majeur. Une nouvelle école rurale autour de laquelle se développent toutes les structures et les infrastructures nécessaires à sa pérennisation et favorisant ainsi un essor et un développement rural allant dans le sens de la décentralisation impulsée par le président de la République. D'où la présence aujourd'hui à mes côtés de mon collègue et ami le ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et avec qui nous avons pu, entre autres, réussir le pari de la décentralisation, mais aussi la présence de ma collègue, secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mona Ousmane, aussi est présent bien sûr à mes côtés, le ministre du Transport et des Équipements, qui je crois aussi, son action dans le cadre de ce concept de l'école rurale est bien sûr très importante puisqu'il s'agit également de désenclaver ces régions. Je crois qu'il est entièrement partenaire de ce nouveau concept d'école rurale. Et l'école de Bouya sera une référence, la première incarnation du nouveau concept d'école rurale. J'ai saisi également cette opportunité pour lancer un appel à mes collègues des autres départements pour nous accompagner en vue de faire de ce concept d'école rurale un facteur de solidarité, d'essor social et de développement économique. Et pour sa part, le Premier ministre Abdourad El Kamel Mohamed a pris la parole donc lors de cette cérémonie d'inauguration de la première école primaire de la localité de Bouya qui a vu le jour grâce à l'initiative donc de la population locale d'abord, puis du soutien du ministre de l'Éducation nationale avec l'appui de la coopération militaire italienne. Le Premier ministre a remercié donc la population pour sa forte mobilisation. Il a solennellement indiqué que le salut développement sera garanti avec l'éducation et aujourd'hui donc les élèves de Bouya ont l'opportunité de suivre le cursus éducatif à l'instar de leurs camarades de la capitale. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce secteur, a-t-il indiqué. J'étais déjà venu en tant que membre du gouvernement et à Malgoïta également. Aujourd'hui, je participe à cet événement d'une importance capitale pour l'éducation des enfants. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Djanabou Maoundé, donc, qui a pris part à cette cérémonie à l'école primaire de Bouya.
Pour l'UNICEF, le concept de l'école rurale est très important parce que l'UNICEF adopte l'approche équité qui pour nous permet de cibler les personnes les plus vulnérables, les plus inaccessibles et qui souvent n'arrivent pas à bénéficier vraiment de tous les services de l'État. Donc ce concept que le ministère de l'Éducation nationale est en train de mettre en place répond exactement à la façon de faire de l'UNICEF. Et vraiment, l'UNICEF est prêt à accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans ce processus. Et d'ailleurs, déjà, nous avons commencé à appuyer certaines écoles, une trentaine d'écoles rurales qui ont des classes multigrades et que nous appuyons dans le cadre des projets d'école aussi de la formation des enseignants à travers le CFF. Et à l'issue de la cérémonie d'inauguration officielle de l'école de Bouya, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont pris un déjeuner d'honneur offert donc par la communauté locale. Ce moment de convivialité a été l'occasion pour les autorités publiques et le local du village de Bouya ainsi que pour les notables des localités environnantes d'échanger autour des défis et des difficultés existentielles qui se posent dans cet environnement inhospitalier, voire hostile. Le chef du village, les locales et les notables ont longuement exposé donc les principales difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que les autorités locales ont dûment pris note des handicaps exprimés. Ils ont pris l'engagement d'apporter des réponses rapides à ces difficultés, chacun à son niveau. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que les officiels, les autorités locales et les locales notables ont enfin effectué une visite guidée sur le site donc d'un forage d'extraction d'eau potable pour mieux lutter contre la soif dans cet environnement hostile. Ainsi s'est achevée donc la cérémonie d'inauguration de l'école de Bouya, qui a été un moment mémorable pour la communauté locale qui a pu ressentir la sollicitude et la proximité des plus hauts responsables de l'État. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu hier le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Donc d'emblée, le ministre a souhaité la bienvenue aux diplomates chinois, nouvellement accrédités donc dans notre pays, et n'a pas manqué de lui exprimer ses pleins succès pour sa nouvelle mission dans notre pays. Et poursuivant, le ministre de l'Habitat a rappelé l'excellence des relations de longue date existantes entre les deux pays et a souligné le soutien de la Chine dans les différents projets d'infrastructure de développement. Et au cours de leur entretien, le ministre de l'Habitat et le diplomate chinois ont abordé plusieurs points d'intérêt commun tels que la protection de l'environnement, le changement climatique, le logement et l'urbanisme. Et le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a reçu également hier donc dans son bureau une délégation du groupe de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de l'EDD, de l'unité de gestion du projet géothermie à Djibouti, ainsi que les experts de la compagnie Geologica spécialisée dans le domaine de la géothermie. Cette réunion a permis de faire le point de situation des activités des 10 partenaires du ministère dans les différents projets dans lesquels ils sont engagés, notamment l'électrification durable et la géothermie. Et la réunion a également permis de débloquer des points décisionnels cruciaux nécessitant l'intervention du responsable énergie du pays. Sous le patronage de l'ambassade du gardien des deux saintes mosquées à Djibouti, l'Institut islamique donc, de Djibouti a célébré à l'occasion du 88e anniversaire donc, de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite un grand jour historique et une occasion éternelle. Donc, le directeur de l'Institut, Cheikh Ater Ben Suleiman Al-Himdi, a souligné dans une brève intervention la grande importance de cette occasion qui constitue une occasion pour passer donc en revue les progrès réalisés par le royaume sous la direction du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Et dans la filée, donc, la direction de l'Institut a organisé un séminaire sur la journée nationale qui portait sur deux thèmes principaux, le soutien de l'Arabie Saoudite à l'islam et donc sa position, la position du royaume et la vision 2030. Le directeur de l'Institut islamique et ses collaborateurs les plus proches ainsi que les membres du corps professoral et les étudiants de ce prestigieux édifice scientifique datant donc ont assisté à ce séminaire. L'Institut islamique du Djibouti a organisé une soirée culturelle sous l'égide donc de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en présence notamment du chargé d'affaires, le professeur Issar Ibrahim et les chefs des annexes saoudiennes à Djibouti ainsi que tous les employés de l'Institut et les étudiants de section universitaire de l'Institut islamique.
Enfin, pour clore l'actualité nationale, donc nous allons montrer donc le magazine et le dossier de cette édition. Dans la capitale, donc les lieux de détente sont nombreuses, mais les Djiboutiens donnent leur préférence à la route de Venise, un endroit agréable au bord de la mer où les restaurants et les cafés pullulent, proposent donc un moment aux clients qui viennent se détendre en famille ou entre amis. La RTD donc a promené sa caméra le long de cette route très fréquentée. C'est un magazine donc de la rédaction et un commentaire d'Asma Oubaker. Le lieu de détente est avant tout, pour ceux qui la fréquentent, un moment de plaisir en famille ou entre amis. À Djibouti, bon nombre d'entre eux se trouvent dans la capitale. Mais ceux d'entre eux que nous voulons vous présenter sont ceux situés sur la route de Venise. Cet espace de détente est pratiquement vide le matin. Depuis quelques années, la route de Venise rattrape son retard en matière d'ambiance ou s'ouvre de nouveaux restaurants et à chaque fin de semaine, Djiboutiens en vacances ou en week-end, touristes ou encore nos voisins yéménites qui du jeudi soir au samedi prennent d'assaut les spots branchés du site. Côté restauration, le Moonlight, Hasna Oriental, ou KLM, Hawaï ou encore le Tropicana s'imposent comme les meilleures tables de la corniche. Les enfants se mettent à jouer ici et là pour profiter de la fraîcheur du lieu en cette période estivale. Un peu plus loin, des jeunes s'adonnent leur passion. La pêche, c'est pour eux une façon de joindre l'utile à l'agréable. نلعب مع أصحابنا ونقلب نلعب كبة واليوم حتى ما فيش تعليم يوم الديموس راح تعليم وقت التعليم تعليم لما نروح نقلب نخرج نقلب وهذا راح نستريح مع أصحابنا نمسك الصيود نودي البيت أحسن نحن كذا وبعدين السكول حتى أهم شيء السكول يوم الجمعة أنا ما فيش نروح البحر نقلب وكل حاجة. Dans l'après-midi, une vue imprenable sur le port de Djibouti. La route de Venise est douce et chaleureuse. Il faudra attendre 18 heures pour apercevoir les premiers habitués du lieu. C'est un coucher de soleil agréable à voir qui marque le début de l'animation. Sur la route, d'autres jeunes font du sport, la marche en particulier. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent le cadre doux face à la mer et restent accessibles d'un point de vue financier. Moi et mon ami, on a l'habitude de venir tous les samedis ici pour faire une marche et après un café, voilà. Oui, on profite de l'air, oui, au port de la mer. C'est très intéressant, quoi. Vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin. Médecin? Ouais. En quoi? De l'hôpital Chéron, médecin généraliste. Donc ça vous aide à décompresser? Exactement, exactement, oui. On finit la semaine par ici, oui. Grand merci. Ainsi, le Moonlight, qui allie décoration soignée, bonne ambiance et des tarifs raisonnables, est devenu l'un des restaurants les plus fréquentés de la capitale. Un peu plus loin, le restaurant Hasna Oriental. Lifté et agrandi en ce mois de septembre, très bon accueil, atmosphère agréable et cuisine raffinée, idéale pour les sorties familiales, amicales ou les organisations de fiançailles. Et ben voilà, on profite, on change les idées et tout, on prend du temps, on prend de l'air. Exactement. Et en famille ou entre amis? La plupart des fois, je pars entre amis, mais des fois comme avec la famille. Cette route, qui porte si bien le nom d'une grande ville touristique italienne, est devenue un lieu de détente que le Djiboutien, qu'il soit de la capitale ou des régions de l'intérieur, apprécie énormément. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir. Alors, le Congo, Samatar, a besoin de 6 milliards de francs CFA pour financer le processus de paix dans le pool.
Effectivement, Ahmed, pour financer le programme de désarmement et démobilisation et réintégration des rebelles ninja, le gouvernement congolais a besoin d'Ahmed de 8,3 milliards de francs CFA, plus de 16 millions de dollars. Mais le pays ne dispose que pour l'instant que 2 milliards, soit environ 3,5 millions de dollars, étant la main à des partenaires internationaux. Le vœu a été mis au cours d'une table ronde organisée hier à Brazzaville. Ces retrouvailles réunissaient le gouvernement congolais, les représentants du système des Nations Unies, des ambassadeurs accrédités et des membres d'institutions spécialisées dans l'humanitaire. Selon les médias congolais, la réunion a porté essentiellement sur les examens de grands axes du programme des armements et démobilisation et réintégration. D'après des évaluations faites, le gouvernement congolais, avec ses partenaires, devrait exécuter sur une période de 4 ans un coût de 8,3 milliards de francs CFA, soit 16 millions de dollars. Une enveloppe prévue par le Congo pour ce programme contient que 2 milliards de francs CFA, soit à peu près de 3,5 milliards de dollars. Il manque alors plus de 6 milliards de francs CFA, Ahmed. Et direction l'Indonésie, Samatar, 7 jours après donc la catastrophe meurtrière qui a dévasté la région de Palu, localité donc de 350 000 habitants. Le bilan n'en finit pas de monter. Le porte-parole de l'armée donc a fait état quant à lui de 1558 morts dus au séisme de magnitude 7,5 suivi d'une vague meurtrière. Eh bien oui, Ahmed, les autorités craignent que beaucoup des victimes ne soient restés prisonniers du vaste complexe résidentiel gouvernemental, le Balroba, dans la banlieue de Palu, où les bâtiments ont été rasés et les terres seront liquéfiées. Les autorités s'étaient fixées initialement jusqu'à aujourd'hui pour tenter de retrouver des survivants prisonniers des décombres. Même si une semaine après la catastrophe destructrice, les chances de sortie des rescapés sont minimales, Ahmed. Les sauveteurs ont concentré leurs efforts sur 6 sites vendredi dans une plage, le quartier de Baloraba, à l'hôtel Mercure, sur le front des mers de Palu, qui a subi des gros dégâts. Les équipes de secours indonésiennes et françaises montrent des signes de frustration. Après des jours d'attente, l'aide internationale a commencé à arriver du comté de Goutte dans la zone où près de 200 000 personnes ont un besoin d'urgence d'aide humanitaire. Les voies et l'accès à l'aéroport sont très endommagés, Ahmed, et ralentissent sa progression. Et enfin, donc, Denis Mukwege et Nadia Mourad ont reçu les prix Nobel prestigieux de la paix pour leur lutte contre les violences sexuelles. Effectivement, Ahmed, l'un est gynécologue, l'autre victime, Denis et Nadia, incarne une cause, Ahmed, planétaire qui dépasse le cadre des seuls conflits. Comme en témoigne le raz-de-marée planétaire MeToo, déclenché il y a un an par des révélations de la presse sur le comportement du producteur américain Harvey Weinstein. Les Nations Unies ont salué une annonce fantastique qui aidera à faire avancer le combat contre les violences sexuelles comme une arme de guerre dans les conflits. C'est une cause, Ahmed, chère aux Nations Unies, a précisé le porte-parole de l'ONU. L'an dernier, le prix Nobel de la paix avait été décerné à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, l'ICAN, pour avoir contribué à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique, Ahmed. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Téléjournée.